Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va entamer une nouvelle séance, les structures électroniques et le diagramme d'énergie. Alors, la configuration électronique d'un atome ou bien d'un ion, c'est la répartition de ces Z électrons et de l'atome ou bien du noyau sur les différentes orbitales atomiques. Le remplissage des électrons dans les orbitales atomiques se fait en respectant 4 règles. Première règle, c'est le principe de stabilité maximale. Les orbitales atomiques sont remplies par ordre croissant d'énergie à l'état fondamental. L'électron occupe le niveau d'énergie le plus bas. Deuxième règle, c'est le principe d'exclusion de Pauli. Alors le principe indique que quand dans un même atome, deux électrons ne peuvent avoir la même combinaison des 4 nombres quantiques identiques. C'est-à-dire, si deux électrons ils ont le même N, le même L et le même M, automatiquement, ils auront un nombre quantique de spin qui est différent. Automatiquement, un sera plus 1,5 et le deuxième moins 1,5. Et la notation, ce sera celle, donc à gauche, le rectangle dans lequel on a une flèche vers le haut qui indique que c'est le spin plus 1,5, flèche vers le bas qui indique que le spin c'est moins 1,5. La troisième règle, c'est la règle de Hunt. Alors, elle dit que les électrons, ils ont tendance à occuper le plus grand nombre d'orbitales atomiques de même énergie. C'est-à-dire, l'état le plus stable correspond à celui qui comporte le plus grand nombre d'électrons non appareillés. Exemple, on va prendre ici l'exemple de l'oxygène. Z est égal à 8. Sa configuration est de type 1s2, 2s2, 2p4. Donc sur 1s2, donc on a 2 électrons. Sur 2s2, on a 2 électrons. Mais sur 2p, puisqu'on a 3 cases quantiques, chaque case doit prendre en premier un électron, flèche vers le bas, 2 électrons, 3 électrons. Et on revient à la première case pour compléter le quatrième électron, flèche vers le bas. Même chose pour l'azote, 1s2, 2s2, 2p3. Donc, sur le 2p3, chaque case va prendre un électron. La quatrième règle, c'est la règle de Kleïchowski. Alors, elle dit quoi? Elle dit que l'énergie des sous-couches augmente quand la somme n plus L augmente. Donc, on va faire la somme de n, c'est-à-dire le nombre quantique principal, plus le L, le nombre quantique secondaire. Il va nous donner une valeur. Lorsque cette somme n plus L est identique pour deux sous-couches, la sous-couche la plus basse énergie est celle pour laquelle n est le plus petit. D'ailleurs, le remplissage des orbitales atomiques par les électrons doit se faire par ordre d'énergie croissante. Exemple. Maintenant, comment on va représenter ces électrons? Alors, les orbitales atomiques sont représentées de la façon suivante. Toujours 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, ainsi de suite. Chaque orbital est représenté par un certain nombre de cases quantiques. Pour l'orbital de type S, une seule case quantique. S, toujours une seule case quantique. 2p, c'est 3 cases quantiques. D, c'est 5 cases quantiques. Sachant que chaque case quantique ne peut contenir que 2 électrons au maximum à spin antiparallèle. Les électrons, ils sont notés en exposants. Exemple, 1s2, donc c'est-à-dire 1s exposé 2, 2s2 et 3p3 toujours en exposé. Quand la case quantique contient un seul électron, on dit que l'électron est célibataire ou bien non appareillé. C'est-à-dire une seule case quantique dans laquelle on a une seule flèche vers le haut. Quand une case quantique contient 2 électrons, on dit que ces électrons ils sont couplés ou bien appareillés. Donc on va avoir une case quantique dans laquelle il y a 2 flèches, une vers le haut et la deuxième vers le bas. Donc la représentation de ces différentes couches, il donne lieu à un certain diagramme énergétique, toujours par le biais
la valeur de n plus L. Et on va classer les différentes couches. Donc, on va avoir un S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S et ainsi de suite. Maintenant, on peut avoir ce qu'on appelle une dégénérescence de l'énergie. Dans un atome polyélectronique, alors les sous-couches sont éclatées. Donc on remarque bien que les sous-couches sont éclatées, c'est-à-dire elles ne se trouvent plus au même niveau d'énergie. On dit que la dégénérescence de l'énergie est partiellement levée. On remarque que la sous-couche 4S a un niveau d'énergie inférieur à celui correspondant à 3D. Donc ici, pour la 4S, c'est pour n est égal à 4 et L est égal à 0. On peut avoir le 4S. Maintenant, n est égal à 4, L est égal à 0, la somme n plus L est égale à 4. Par contre, pour la couche 3D, c'est pour n est égal à 3 et L est égal à 2. Donc n plus L, 3 plus 2 est égal à 5. Donc le 5 il est plus grand que le 4. Donc automatiquement, on va remplir le 4S avant le 3D. La même chose ici, on explique bien sur ce diapo. Donc la somme n plus L et on remplit le 4S avant le 3D. Le deuxième exemple, lorsqu'on a le même nombre ou bien la même somme n plus L pour la 2P et pour la 3S. Pour 2P, j'ai 2 plus 1 est égal à 3 et pour la 3S, j'ai 3 plus 0 est égal à 3. Donc automatiquement, on se réfère à la quatrième règle de Klichowski. Donc on va remplir tout d'abord la couche qui est le n le plus petit, c'est-à-dire pour la 2P puisque n est égal à 2. On se retrouve aussi avec ce diagramme qui représente donc la succession de remplissage pour les différentes couches. Vous pouvez faire ces exemples donc et revenir sur ce diapo pour comparer vos résultats. Donc vous faites le fluor, le néon, le sodium, le chlore et le scandium. Alors, il y a des exceptions à cette règle. Donc, d'une manière générale, on remplit toujours le 4S avant le 3D, sauf si le 3D il est soit à moitié rempli, soit totalement rempli. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le 3D il possède 5 électrons, ou bien il possède 10 électrons. S'il possède 5 ou bien 10 électrons, il devient plus stable que la 4S. Alors comment? On va voir l'exemple. On va prendre l'exemple du chrome. Le chrome, Z est égal à 24, donc sa configuration est du type 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 et 3d4. 4s2 et 3d4. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un électron de la couche 4s, on a complété la 3d qui était à 4, donc il devient 5. Et bien sûr, la 3D, puisqu'il est maintenant moitié rempli, c'est-à-dire 5 électrons, il devient plus stable que la 4S. Donc, la configuration redevient donc 3D5, 4S1. La même chose pour les vivres, qui a une configuration de type 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D9. Donc, on va prendre un électron de 4S pour compléter la 3D à 10 et on retrouve une configuration de type 3D10 4S1. Les configurations que nous venons de voir sont à l'état fondamental, mais lors de la formation d'un composé chimique, il peut prendre d'autres configurations différentes, dites excitées. C'est-à-dire que l'électron il va passer d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. Il faut faire la différence entre une configuration ou bien un état excité et un état ionique. Donc, un état ionique, l'électron, il est éjecté donc, des orbitales de l'atome. Maintenant, un état excité, l'électron, il appartient toujours à l'atome, mais il passe d'un niveau inférieur à un niveau supérieur.
On va prendre ici l'exemple du carbone, Z est égal à 6, donc on retrouve une configuration de type 1s2, 2s2, 2p2. Donc, lorsqu'on va représenter les électrons dans les cases quantiques, donc 1s2 de 2 électrons, 2s2, 2 électrons, et 2p, il n'y a que 2 électrons. Ça veut dire qu'à l'état fondamental, le carbone, il ne peut faire que 2 liaisons. Par contre, si on veut fabriquer par exemple le composé CH4, on est obligé de passer d'un niveau fondamental à un état excité. Donc, l'état excité, c'est quoi? C'est qu'un électron dans la couche 2s, il va passer au niveau 2p. Donc, on va avoir une configuration de type 1s2, 2s1 et 2p3. Donc, on observe que maintenant on possède 4 électrons non appareillés, c'est-à-dire on peut faire 4 liaisons chimiques. Maintenant, en dehors de l'atome d'hydrogène, tous les autres atomes, ils contiennent plusieurs électrons. Donc, ils possèdent Z fois E, charge positive pour les protons, et ZE, charge négative pour les électrons. Chaque électron, il est soumis à la fois à l'attraction du noyau, c'est-à-dire ZE, et à la répulsion des autres électrons. On va prendre exemple ici, l'atome de l'hélium. Alors l'hélium, il possède 2 protons et 2 électrons. L'énergie potentielle du système, elle est composée de 3 termes. Le premier terme, c'est l'attraction exercée par le noyau sur l'électron E1, c'est-à-dire que le noyau, il va attirer vers lui l'électron E1. Ensuite, l'attraction exercée par le noyau sur l'électron E2, c'est-à-dire que le noyau, il va attirer l'électron E2. Et la troisième force, c'est la répulsion entre les deux électrons. Donc, puisque l'électron E1 est chargé négativement et l'électron E2 aussi, donc négatif et négatif, il y a une répulsion. Ce qui donne naissance à une nouvelle notion qu'on va appeler effet écran. Alors, c'est quoi l'effet écran? Donc, on va considérer un électron donné. Il est soumis à l'attraction d'un noyau. Exemple ici, on va étudier l'électron en rouge. Il est soumis à l'attraction du noyau, mais cet électron, il est caché par les électrons en vert. On va dire que cet électron, il possède donc, ou bien il subit une charge effective Z étoile inférieure au nombre de charges Z du noyau de l'atome. Donc, c'est comme si ces électrons en vert, ils forment un écran, c'est-à-dire qu'ils cachent plus ou moins la charge réelle du noyau par rapport à l'électron en rouge. Donc, pour calculer ce Z étoile, on va utiliser la formule Z étoile est égal à Z, c'est-à-dire la charge réelle moins sigma. Alors, pour les ions hydrogénoïdes, généralement, elles ne possèdent qu'un seul électron. Alors, l'électron E-, il est soumis à l'influence directe de la charge du noyau Ze, donc je peux calculer son énergie. En est égal à moins 13,6 Z carré sur N carré. Par contre, dans un atome polyélectronique, on a un électron EI qu'on va étudier. Il y a des électrons qui font écran, c'est-à-dire tous les électrons qui sont devant l'électron, ou bien ils sont entre le noyau et l'électron, et les électrons qui sont sur la même orbitale que l'électron qu'on va étudier. Et d'autres qui sont derrière, c'est-à-dire qui ne font pas écran. Alors, l'électron n'est pas soumis directement à la charge réelle du noyau, mais à une charge Z étoile fois E, telle que Z étoile, elle est toujours inférieure à Z, c'est-à-dire Z étoile, elle est inférieure à la charge réelle Z, telle que l'énergie au niveau N est égale à moins 13,6 Z étoile au carré sur N au carré. Maintenant, ce Z étoile I est appelé charge effective ou bien charge apparente du noyau pour l'électron I. Toujours, ce Z étoile est égal à Z moins sigma I.
Alors, sigma i, c'est la constante de l'écran, telle que c'est l'influence des électrons I, J sur l'électron I. Alors, cette formule, elle est appelée aussi l'attraction monoélectronique de Slater. Pourquoi? Parce que Slater il s'est reposé sur la répartition des électrons par groupe. Donc, il a réparti les différents électrons par groupe. Alors, 1s sur 2s de P. Donc, 1s, la première colonne 1s, groupe d'électrons I, 1s, sur 2s, sur 2s de P, c'est-à-dire l'électron, il se trouve sur la couche 2s de P. Et il a une influence qui est égale à 0,85. Ce sera 2 fois 0,85 égale à 1,7. Donc, je fais la somme. C'est le sigma 2s de P qui est égal à 1,4 plus 1,7, ça donne 3,1. Donc, Z étoile sera égal à Z, c'est-à-dire la charge réelle, moins le sigma 2s de P. Donc, 7 moins 3,1, ça donne 3,9. Vous avez le deuxième exemple qui concerne donc le chlore. Vous pouvez faire l'exemple. Retrouver donc la valeur donc, de 6,1. Essayez donc de calculer la constante d'écran pour l'électron qui se trouve sur la couche 3s, 3p.